Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Bada, si c'est pour la culture, on a déjà donné. Bada qui ouvre une troisième conversation avec Nicolas Lormeau, sociétaire de la Comédie Française, mais aussi professeur, ou en tout cas, professeur et metteur en scène et transmetteur de diverses choses. Nicolas Lormeau, bonjour. Bonjour. La semaine dernière, on s'est concentré sur la transmission de l'art dramatique dans le cadre d'institutions officiellement chargées de transmettre l'art dramatique, mais je l'ai dit aussi, on a évoqué votre nom et votre activité quand au début de la saison j'ai reçu Sandy Vercruisen et que nous avons parlé des différents moyens, comment dirais-je, de convaincre les élèves d'un collège REP+, c'est-à-dire vraiment les collèges les plus difficiles, en l'occurrence un collège du 91, de les convaincre que les inégalités sociales... 13. Ah oui, 13, pardon. Oui. Aulnay-sous-Bois, me semble-t-il, les jeunes disent le 9-3. Le 9-3. Moi, je dis la Seine-Saint-Denis, mais enfin, c'est comme ça. Donc, il s'agit de les convaincre que les inégalités sociales sont un fait, mais ne sont pas une fatalité. Et pour ce faire, Sandy Vercruisen s'appuie entre autres sur le théâtre, et vous avez collaboré avec elle et dans d'autres collèges tout à fait comparables, qu'ils soient du 9-3 ou du 9-1, à des entreprises de cette nature. Alors, comment vous les voyez? Qu'est-ce que vous y faites? Qu'est-ce que vous pensez que les élèves tirent comme bénéfice de cette pratique du théâtre comme acteurs, comme joueurs et aussi comme spectateurs? Alors, c'est très vaste. Hein. C'est se rendre compte que la pratique de l'art dramatique, du théâtre, l'arrivée de quelqu'un comme moi, qui n'est pas exactement habillé de la même manière que les professeurs, qui ne parle pas exactement de la même façon, qui ne regarde pas les gens exactement pareil, qui ne les touche pas aux mêmes endroits, qui ne travaille pas dans une classe organisée de la même façon, dont le sujet est autre, est le français, mais d'une façon décalée, qui est le jeu. Rien que le mot jouer, c'est on joue, donc c'est compliqué. Hein. François Chaumette, qui était un sociétaire extraordinaire de la Comédie Française, que j'ai eu les plus mémorables de sa génération, que j'ai eu la chance de croiser à l'aube de sa vie, puisque le dernier spectacle qu'il a fait avec la Comédie Française, alors qu'il était déjà sociétaire honoraire, c'était une sorte de travail parallèle que nous avions fait au Théâtre du Vieux-Colombier avec Éric Genovese, que nous avions appelé Hugo, un procès. J'ai eu l'immense bonheur de rencontrer François Chaumette à ce moment-là. Il était au crépuscule plutôt qu'à l'aube. Oui, pardon, au crépuscule, oui, c'est un lapsus intéressant. Et encore qu'il y a un crépuscule de l'aube et un crépuscule du soir. Absolument. Et lorsqu'il, pour ses funérailles, il avait souhaité organiser un pot de dernière ou un pot de première. C'était extraordinaire. On était dans le je sais pas pourquoi je parle de ça, mais bref, dans une sorte de funérarium d'un cimetière, je crois, à Pantin, bref, au Batignolles, et il y avait des tables dressées, du rouge, du saucisson, bref, un vrai pot de première, et il y avait des petites cartes distribuées, où dessus, il y avait une photo de François devant la Comédie Française, où il avait marqué « J'ai fait le plus beau métier qui soit, où l'on dit jouer au lieu de travailler ». Bref, lorsque nous travaillons, nous jouons. Et voilà, et donc dire, chers amis, je suis venu vous rencontrer, à ces jeunes gens des établissements plus ou moins difficiles. D'ailleurs, c'est plus difficile d'être un intervenant au lycée Henri IV, hein, comme ça a pu m'arriver, que au collège d'Aulnay-sous-Bois, ou pour parler de l'Essonne, par exemple, à Grigny 2. Je suis allé au collège de Grigny, où à chaque fois, mes meilleurs souvenirs, évidemment, dépendent des professeurs
qui ont la gentillesse de bien vouloir m'ouvrir leur classe. Ça dépend toujours de ça. La réussite d'un atelier dépend essentiellement de la personnalité de ce professeur qui veut bien, lui, ouvrir sa porte. Et ce qui est drôle, parce que si on regarde, moi j'ai besoin de personne finalement. Il pourrait très bien me dire bonjour, et puis après je me retrouve tout seul. Mais en fait, en réalité, on a beaucoup besoin l'un de l'autre. C'est-à-dire que cette activité s'articule, comme je l'évoquais il y a quelque temps, dans ce dialogue entre ces deux professionnels différents au service de ces jeunes gens. Et donc, se rendre compte que ce que j'ai, par ma technique, par ma matière, à leur apporter, à savoir, écoutez, je ne sais pas, on va se mettre en cercle, et puis chacun va dire son nom, son prénom. Eh bien, par exemple, faire ça, moi, ça me permet de me rendre compte que je ne retiens pas les prénoms. Ça, je ne les retiens pas. Donc, ça ne marche jamais. Même mes élèves d'art dramatique des fois sont blessés parce que je me souviens très bien de ce qu'ils font, mais avant de retenir un prénom, je pense qu'il me faut 1 an des fois. Donc, le but pour moi n'est pas de retenir les prénoms que je ne retiendrai pas. Mais le but pour moi, c'est de les faire prononcer leur prénom et leur nom. Je m'appelle. Parce qu'en français, on dit je m'appelle. Ce qui est un peu bizarre d'ailleurs, puisque personne ne s'appelle soi-même, mais enfin bon. Les Russes disent « il m'appelle » ou « on m'appelle », ce qui est plus juste. Et ils disent, normalement fort et à voix intelligible, « je m'appelle », leur prénom, leur nom. Eh bien, pour certains, c'est la seule fois de l'année où ils vont le faire. On les appelle, souvent par leur nom ou par leur prénom. Les professeurs ont des stratégies différentes, notamment au collège. Certains les vouvoient, certains les tutoient. Certains, j'ai tout vu, c'est mignon d'ailleurs, parce que des tout petits de 6e qu'on vouvoie en disant « Monsieur Meyer, ressaisissez-vous », ça m'a toujours beaucoup amusé. Moi qui tutoie tout le monde. Eh bien, ça, lorsque l'atelier a lieu au mois de mai, et que on se tourne vers la classe et qu'on ne comprend pas ce que marmonne ce pauvre adolescent qui me fait j'ai pas compris, et je me tourne vers la personne à côté de moi, je lui dis mais comment il s'appelle et que la personne me dit je ne sais pas. Ces gens-là sont dans la même classe depuis le mois de septembre, et donc d'un seul coup même le professeur des fois est sidéré de dire mais ils ne se parlent pas, ils ne se rencontrent pas, ils ne savent pas qui ils sont. Donc, rien que d'annoncer que on a un nom. J'ai vu des élèves d'origine indienne, notamment, me disant je m'appelle, et puis un truc très court, comme ça. Je lui dis, mais c'est ton nom? Il fait, non, mon nom, c'est beaucoup plus long, mais c'est trop long, on n'a pas le temps. J'ai dit, comment on n'a pas le temps? On n'a pas le temps de dire ton nom, là? Mais c'est ton nom, c'est quand même... Puis d'ailleurs, c'est pas ton nom, c'est le nom de ton père, puis le nom de ta famille. Voilà, c'est quand même bien, c'est bien d'avoir un nom. D'exister. Eh bien ça, rien que cette petite activité de dire fort son prénom et son nom. Eh bien, moi je peux démontrer que là j'ai fait l'intégralité du programme institutionnel créé par des gens tout à fait formidables qui ont parlé de l'atelier d'art dramatique à l'école. Faire sonner sa voix, se faire entendre, avoir le droit de parler fort, alors que d'autres écoutent, ça ne leur arrive jamais. Qui les écoute? Mais qui ose même parler? Or, et ces gens-là se raclent la gorge, ces gens-là me disent je ne peux pas parler plus fort, alors que dès que la sonnerie retentit, on ne peut plus s'entendre dans un établissement scolaire. Moi, quand je suis perdu en banlieue, parce que maintenant les GPS m'aident, mais comment repérer un collège qu'on ne trouve pas? On retire son casque de sa moto, on écoute et on entend le bruit de la récré et on se dirige au bruit. Donc ces gens-là ont des cordes vocales tout à fait en ordre de marche. Et le seul moment où on leur dit c'est maintenant, tu as le droit de parler, tu as le droit de faire sonner ta voix, alors il ne se passe plus rien. Et donc, ensuite, prenez-vous la main. Mais c'est impossible. C'est-à-dire, je dis, mettez-vous en cercle. Mais maintenant, même dans des classes de terminale, au lycée, au collège, mettez-vous en cercle. J'obtiens instantanément 2 parfaits demi-cercles, un de filles, l'autre de garçons. Et entre les 2 demi-cercles, un espace vide, que je comble moi pour une part, et qu'il va falloir combler de l'autre côté. Mais des stratégies insultantes, des jeunes gens qui sortent leurs pulls et qui se donnent les pulls pour ne pas devoir se toucher la main. Et moi, de me moquer d'eux, de leur dire, vous savez que c'est pas avec la main qu'on fait des enfants.
sachant très bien ce que je dis. Révolution, je dis, ben quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Sachant exactement ce que je fais lorsque je les fais juste se tenir par la main. Deux par deux, faites-vous confiance. Aide, des jeux à l'aveugle, des jeux de confiance, où il n'y a pas de blague possible. Ce monde où on peut faire confiance. Le théâtre, on ne peut pas faire d'art, notamment d'art dramatique, si on n'a pas confiance. C'est la grande différence avec le sport. Souvent, les gens disent le théâtre, c'est aléatoire. Il y a du suspense. Il y a une suspense, sauf qu'on n'a que des partenaires, on n'a aucun adversaire. Parce que si on a un adversaire, on ne peut pas créer d'art. S'il y a de la compétition, au moment où on le fait, on ne peut pas créer d'art. Il ne peut pas y avoir d'échange artistique. Donc, qu'est-ce que c'est la confiance? La confiance, c'est dans une classe de collège à Aulnay-sous-Bois, je dis voilà, mettez-vous par terre si c'est propre. Il faut faire attention à ce genre de choses, mais bon, si c'est propre, mettez-vous par terre, fermez les yeux. Mais dans certains endroits, il me faut 4 séances pour que d'avoir d'un seul coup 30 jeunes ou 25 ou 12 assis, allongés par terre, les yeux fermés, où ils se disent pas, mais il y a un coup fourré, c'est pas possible. C'est pas possible. On va nous taper dessus, on va nous arroser, on va nous envoyer de la crème chantilly, il y a un coup fourré, même peut-être pire. Eh bien, de leur montrer que, à un moment donné, sans naïveté, il y a un monde où l'autre fait attention à toi. Tu peux avoir les yeux fermés, on va pas te projeter dans le mur, on va te faire éviter le mur. On va t'aider, on va t'écouter. Tu as le droit de parler, dans des règles très précises. Eh bien, ça, c'est extraordinaire. Et je ne suis pas sûr qu'il y a d'autres activités qui permettent cet échange et cette découverte, à savoir, on est là pour vous aider, on est là pour vous, mais aidez-nous. C'est-à-dire que si il y a un endroit où on peut avoir confiance, la vie n'est pas qu'une vaste guerre. Il y a de la violence, il y a de la guerre, il y a de la difficulté, mais il y a des endroits où on est respecté et respectable. Eh bien moi, toute mon activité, alors oui, on parlera de Molière, oui, on jouera et tout ça, mais en fait, mon obsession, c'est que celle-là. C'est-à-dire que tu vas marcher, tu vas traverser la classe devant tout le monde, en marchant, tout le monde te regardera. Le fait d'être regardé, tu ne vas pas mourir parce qu'on t'a regardé. Ce n'est pas, on peut te regarder sans que ça te mette en difficulté et sans que les autres soient en difficulté. Eh bien ça rejoint beaucoup de problèmes réels, concrets. Des jeunes gens qui marchent dans la rue, qui veulent pas qu'on les voit, qui se cachent, ou alors qui toisent, ou alors la capuche. La capuche, oui. C'est un âge où on rêve d'être unique et où on veut absolument être comme les autres. Et le fait d'être l'art dramatique, le jeu, c'est justement d'être unique, mais d'être unique et original. Et on a le droit d'être original. Encore une fois, si on n'est pas provocateur bêtement, mais on peut être provocateur. On peut être explosif. On peut être trop du moment qu'on est dans la règle du jeu. Et ça le permet. Et donc c'est extraordinaire par moments. Par moments, ça peut être très déprimant pour moi. C'est-à-dire que quand je vais à Aulnay-sous-Bois, à Grigny, quand je vois des Sandy Verkruisen, qui se défoncent et qui donnent les chances, qui tendent des mains et qui disent là on va t'aider, là on va t'aider. Et quand on voit le jeune ou pas qui refuse ça, qui recrée une sorte de sentiment d'échec. Le nombre d'élèves, moi je leur ai dit, mais toi t'es une victime en fait. Parce que moi j'ai une matière, il y a aucune lacune. Il y a aucune lacune. Va du côté gauche, traverse la classe devant nous, marche et va au mur sans rien faire. Tout le monde peut le faire. Il suffit d'essayer. Mais essayer, c'est difficile. Eh ben, si on essaye, dans ma matière, on réussit. Et ceux qui, il y a pas de retard. Personne n'a du retard dans mon activité. Et donc, moi, des fois, certains élèves où je sais ça se voit instantanément. Celui-là, il a du retard partout. Il sait pas lire, il sait pas compter, il est en 4e, personne sait quoi en faire. Quand il est pas là, ce qui est un jour sur 2, finalement, la classe va mieux, mais en même temps, on appelle ses parents et tout ça, voilà. Donc, il y a des jeunes qui sont en difficulté. Et même lorsque, c'est peut-être pas très intéressant, mais en tout cas, c'est facile de réussir. On leur propose ça, ils le font pas. Moi, des fois, je leur dis comme ça, je dis, mais en fait, t'es une victime, en fait, tu veux pas.
En fait, toi, ça te plaît de rater. Et cette discussion-là que je peux avoir, moi, directement, de façon assez provocatrice, par rapport aux jeunes, mais que je ne peux avoir que justement parce qu'il y a l'enseignant derrière qui regarde et qui, lui, me protège et qui protège l'élève. On est tous protégés les uns par les autres. Alors, c'est des découvertes et des relations humaines irremplaçables et qui peuvent changer la vie de ces jeunes gens. Pas de tous. Hein. On n'est pas du tout... il faut être très humble dans cette histoire-là. Parce que, je veux dire, quand on était à Sartrouville, j'y pense, on était là, on fait les options, et on est là, et on est sur les, et puis d'un seul coup, ça brûle, d'un seul coup, il y a le plateau des Indes, là où est le théâtre qui a été construit, qui brûle, et les élèves qu'on avait la veille en théâtre, ils participent aussi, des fois, à faire brûler les voitures. Faut rester très tranquille. Mais quand même, ça aide à, justement, à montrer que l'institution, les adultes ne sont pas tes ennemis. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et donc ma matière, mon activité me permet me permet de dire il suffit d'essayer. Si tu essayes, tu vas y arriver et tu vas découvrir les choses. Tu vas découvrir la réussite, la valorisation, quelque chose. Tu n'es pas voué à rester là. Lorsqu'elle les emmène à la Comédie Française, certains professeurs, à la Comédie Française, ils en profitent, ou au théâtre, certains professeurs leur disent vous avez le droit de bien vous habiller. Mais une fois qu'ils ont dit ça, il n'y a pas d'uniforme. C'est pas du tout, parce qu'il y a des gens qui pourraient dire ah oui, bah bravo, non. On peut très bien aller au théâtre en jean. Moi, j'y vais le premier. Moi, je réfléchis pas comme quand je vais dans un théâtre, comment je m'habille. Je m'en fiche, même à l'opéra. Je peux venir en jean, pas coiffé, peu importe. Mais le fait de dire ça veut dire vous n'êtes pas voué à être en jogging et en Nike toute la journée dans des endroits pas très agréables, parce que c'est pas ce qu'on voit quand on est dans l'environnement, dans ces quartiers un peu ghetto. Je veux dire, le quartier, on n'en sort pas. On n'en sort pas, c'est un peu excentré. Je pense, moi, je suis allé dans beaucoup de quartiers. Je suis allé à Meaux, je suis allé à Grigny, tout le monde se défonce. C'est pas des quartiers qui sont totalement à l'abandon. Tout le monde se défonce. Mais ça se gâte vite, c'est excentré, on est entre soi. Je veux dire, voilà, la boulangerie est là, tout est là, donc il y a aucune raison d'aller ailleurs. Bon, bah là, voilà. Bah allez, on va aller. Mais ils s'endimanchent, c'est à mourir de rire. Mais c'est extraordinaire, c'est-à-dire que d'un seul coup, ils se font méga beaux. Mais pourquoi ils se font méga beaux aussi ? Parce que peut-être ils ont la petite ou le petit qui leur plaît, c'est l'occasion de se montrer qu'on peut se faire méga beau. Et que justement, mon uniforme de collégien, je peux le quitter pour un autre costume. Donc, il y a des hasards comme ça extraordinaires. Et donc, tout ça fait qu'on casse les codes et les murs. En fait, on ouvre les portes. On ouvre les portes. Donc, voilà à quoi ça sert. Alors, vous avez parlé de ce qui est dans les esprits, de ce qui est dans les mentalités, de la manière dont on devient ou on reste ou on ne reste pas une prison, chacun pour soi-même. Et vous avez raconté comment physiquement on peut contrebattre cette attitude et cette fermeture sur soi. Est-ce que vous avez aussi l'expérience de la manière dont les textes et le fait d'apprendre et de dire un texte joue dans cette activité auprès des élèves de ces collèges difficiles? J'ai pas souvent le temps d'aller au texte et quand il s'agit de faire jouer le texte, là des fois on a des difficultés importantes parce que c'est souvent pas très intéressant, c'est pas très bien. Je dis souvent et on a des fois du jeu d'une grande qualité lorsqu'il y a un mot. S'il y a une phrase, souvent c'est un peu faux, et puis il faudrait s'installer plus. Et en même temps, quand certains enseignants insistent d'avoir un support textuel à l'activité, ça peut aider aussi parce que les élèves trouvent ça plus réel. C'est-à-dire que c'est la difficulté, c'est que si on fait rien de très précis, moi je sais que ça sert beaucoup, mais très vite ils vont dire mais qu'est-ce qu'on fait ? On fait rien. En fait, on se tient la main, on se coud et on s'envoie un signal, ça n'a aucun intérêt. Si on s'articule autour d'un texte, alors ça leur donne une possibilité. Mais souvent, moi, je suis déçu et donc je m'appesantis
m'appesantis pas trop sur le texte. La seule chose sur laquelle je m'appesantis, et ce qui est intéressant, c'est l'apprentissage par cœur. Je repense aux écrits de Daniel Pénac, et qui avait été remarquablement interprété par Laurent Natrella lors de son seul en scène à la Comédie Française, qui s'appelait Chagrin d'école, je crois, tiré du livre de Daniel Pénac, où Daniel Pénac développe une grande vertu du par cœur. Et je crois beaucoup à ça parce qu'évidemment, du coup, d'abord, ça demande un effort, mais après, c'est génial parce qu'on a l'impression d'être un magicien. Quand on sait quelque chose par cœur, c'est dur à apprendre par cœur. Moi, je vous le dis, on apprend par cœur, c'est pas marrant. Mais quand on le sait par cœur, il y a un grand sentiment d'être une sorte de génie. On ne sait pas où sont rangés ces mots, ça sort tout seul, c'est extraordinaire. Et Daniel Pénac d'expliquer que c'est une façon de se les approprier. Et donc, on est plus proche d'un texte qu'on a appris par cœur. Donc, c'est une activité un peu bête. Il a raison, mais une fois qu'on les sait, ça permet de pouvoir aller briller en société, pourquoi pas. On peut même ressortir un texte qu'on a appris, et souvent ce sont des beaux textes. Et donc moi j'ai même fait une expérience pendant le Covid. J'avais un atelier très chic, un atelier très rigolo, avec le lycée français de Londres, parce que de temps en temps, on me propose des trucs plus chics que Grigny. Et alors, d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que quand j'emmène des gens, parce que je peux pas tout faire, moi, et donc souvent, je dis, tu voudrais pas aller à Grigny? Souvent, j'ai moins de succès que si je demande aux gens, est-ce que tu voudrais pas venir à Londres? Alors évidemment, on se débrouille toujours pour faire un atelier le vendredi et l'autre le lundi, comme ça, on a le week-end à Londres, parce qu'il faut quand même pas rigoler. Et j'ai cet atelier toujours à Londres, et pendant le confinement, ils jouaient masqués et chez eux. Ils se voyaient donc comment jouer. Et j'ai tenté l'expérience, j'ai dit on va travailler sur les grands monologues. Mais des choses longues, genre Charlemagne, de Hernani. Je crois qu'il y a 13 minutes de monologue minimum. Bon appétit messieurs, le songe d'Athalie, le récit de Théramène dans Racine. Bref, des grands textes classiques ou un bout de la Confession d'un enfant du siècle, enfin des choses par cœur, mais qui duraient minimum 10-12 minutes, des monologues comme ça. Et la professeure, le lycée français de Londres, on peut pas vraiment dire que ce soit des élèves en difficulté. La professeure m'a dit, mais ils arriveront jamais, c'est impossible. C'est impossible. Je dis, bon, essayons, on va rigoler. On sait jamais. Mais ça a tellement bien marché, mais ils se tiraient la bourre. C'est-à-dire que ça les a passionnés d'apprendre par cœur. Donc voilà, il y a des surprises. Même quand on pense que c'est pas une bonne idée, il y a des surprises. Et le rapport au texte, effectivement, ce qui les fascine, c'est cette histoire de par cœur. Moi, quand je connais un texte par cœur, je fais comme des tours de magie avec eux. Je leur dis, quand je faisais des monologues, que ce soit le Musset ou l'Albert Londres, je donnais une brochure, il y avait 60 pages. Je dis, dis-moi un mot, je te dis la suite. Et ils me disaient, mais non. Alors je faisais ça. Ils me disaient, mais c'est pas possible. Je dis, mais c'est très simple en fait. Il suffit de. Et je leur donne ma méthode. Je leur dis, voilà comment faut apprendre par cœur. C'est un peu bête, mais on peut y arriver. Alors certains se piquent au jeu. Et ça aussi, c'est valorisant parce que c'est vrai qu'apprendre par cœur, à part le temps que ça prend, essayez. Vous allez voir, n'importe qui écoute peut se dire, allez, je peux un livre entier, un roman entier. Ça va prendre du temps, mais tout le monde peut y arriver. Donc ce rapport au texte, moi, je suis pas le meilleur du monde pour parvenir à faire jouer à peu près juste des gens quand ils parlent. Oui, mais ça n'a pas beaucoup d'importance par rapport à ce que vous venez de dire non, sur le. Mais bon, c'est pour ça que souvent, moi, en fait, les ateliers que je fais, notamment avec la Comédie Française, parce qu'on est très demandé, c'est des ateliers assez courts, 2-3 fois, et souvent, ce qui se passe, c'est que j'introduis, je demande que chacun ait une dizaine de phrases par cœur en tête. Parce que je fuis totalement ce qu'on appelle les improvisations textuelles, c'est-à-dire les thèmes. Voilà, on va jouer à la maîtresse, quoi. On va jouer aux copains. J'essaye de fuir ça. Je préfère d'un seul coup dire, bah voilà, on va incarner l'Assemblée des Nations Unies au sujet de la fin dans le monde, et on va écrire chacun une belle phrase un peu construite, et ça sera sa phrase, et on va pouvoir mettre en scène ça chacun avec une phrase bien écrite pourquoi pas par lui. Voilà mon rapport au texte. Mais je sais pas. Je pense que ça aide les professeurs qui eux relaient derrière, parce qu'on est toujours sur des thèmes, on est toujours sur des pièces. Mais c'est vrai que moi mon travail, il est pas tant textuel que ça, notamment dans les établissements scolaires.
Nicolas Lormeau, je vous remercie de nous avoir éclairé sur toutes ces questions et tout particulièrement sur cette dernière, sur ces collèges compliqués ou pas compliqués comme celui de Londres dans lesquels vous êtes allé, mais quand même, maintenant que vous avez mis, à mon avis, l'eau à la bouche d'un bon nombre de nos auditeurs, je ne peux pas vous laisser partir sans que vous nous disiez quelle est votre méthode pour apprendre par cœur. C'est très simple. Il faut du temps et il faut une bonne paire de baskets, en ce qui me concerne. Puisque, d'ailleurs, j'ai lu une étude formidable. Ce que je raconte, ce que j'ai découvert d'instinct, a été prouvé même scientifiquement. Lorsqu'on est debout et que l'on marche, on mémorise mieux. Donc, ma méthode consiste, dans un premier temps, à taper juste le texte que je dois apprendre à la machine, ou si on est trop... Le fait de taper à la machine permet, ou à l'ordinateur, permet de lire lentement. Donc, ça fait une première lecture lente, bon, pour le taper. Si j'en ai trop feignant, on fait copier-coller et on s'en sort quand même. Et là, on imprime moi j'imprime ça sur des petits livrets A4 pliés en deux, mais ça permet de le réimprimer à l'infini puisque cette chose-là va s'abîmer. Et là, moi, soit on connaît bien le chemin, soit on fabrique une promenade qui va durer, on va dire, minimum 2 heures, ou 2 heures et demie, ou des fois 3 heures, 4 heures. Et on part faire ce tour qui nous éloigne de chez soi sans téléphone dans la poche, ou alors on le met sur avion. Bref, on n'est pas dérangé, on n'a pas de télé possible, et on part à l'aventure, et on parle à voix haute. Alors c'est pour ça qu'un square, une forêt ou les quais de Seine, bref, en ville, je peux vous dire que c'est très inquiétant de voir quelqu'un parler à voix haute, ça fait tout de suite un peu gars dangereux ou dérangé, donc les gens sont inquiets, alors que dehors, dans la nature, tout le monde s'en fout. Et donc, mais c'est stupide, donnez-moi n'importe quelle feuille comme ça, c'est stupide, bon bah il y a marqué c'était pendant l'horreur d'une profonde nuit, c'était pendant l'horreur d'une profonde nuit, c'était pendant... Et on va dire ça jusqu'à ce que là, c'est facile, hop, on connaisse à peu près ça. Et puis après, ma mère Jézabel, devant moi, s'est montrée. Donc c'était exactement comme un petit jeu d'enfant, je répète la première phrase, puis après la deuxième, puis après je répète les deux, puis après je crois savoir les deux, puis après j'apprends la troisième, à voix haute, puis après je répète les 3, puis après j'apprends les 6, 7e, et puis après j'accumule comme ça, et ça en marchant, ce qui me permet de ne pas m'endormir, tellement c'est ennuyeux, et surtout le fait d'avoir programmé à l'avance, on va dire 2 heures de temps, ou 3 heures de temps, permet de tenir ces 3 heures, puisque de toute façon on est dehors et qu'on s'est éloigné d'1 heure et demie, donc il faut bien 1 heure et demie pour revenir. Pourquoi ? Parce que cette activité-là, au bout de 4 minutes, elle est tellement ennuyante, qu'on a envie de faire autre chose, parce qu'on croit qu'on y a passé 1 heure, mais on y a passé 4 minutes. Donc, en fait, on insiste. Au bout d'un moment, bon, bah, quand on s'ennuie trop, on continue de marcher, ça permet, bon, on voit ce petit bébé dans ce landau, on voit ce chien qui court, bon, ça distrait un peu, puis après, on s'y remet. Puis au bout d'un moment, on va se rendre compte, ça dépend de la nature du texte, qu'on sait, allez, 5-6 phrases, et que la 6e ne peut pas rentrer. Pour aujourd'hui, c'est trop. Pour aujourd'hui, on ne pourra pas aller plus loin que 5. Et encore, on sait les 5. Ça, on le laisse. Et le lendemain, on n'y retourne pas. Le lendemain, on n'y retourne pas. On laisse la nuit faire. Et le surlendemain, on essaye de se retrouver à un bon moment. Et on savait 6 phrases. Et on essaye, et on ne sait plus aucune de ces 6 phrases. Rien ne vient. Alors on recommence, mais là, ça va beaucoup plus vite. Donc les 6 phrases, on les sait vite. Et on accumule. Et à la fin de la promenade, là, d'un seul coup, c'était plus facile, on en sait 30. On laisse. Le lendemain, on fait rien. Et le surlendemain, on en savait 30. Ah, on en sait 6. Tiens, les 6 sont revenus, mais les autres ne suivent pas. Et on réapprend. Et on accumule. Et on accumule. Si on a un long texte, à confession, on fait partie par partie. On savait totalement la première partie. 15 jours plus tard, on ne sait plus un mot. Sauf qu'en fait, comme on le savait, ça revient vite. Et au bout d'un moment, ça s'accumule. Et au bout d'un moment, par miracle, on a l'impression que le texte se rétrécit. On peut s'en retrouver, on peut s'y retrouver. Et on peut faire ce qu'on appelle des italiennes. Et c'est juste une question de temps. Dis ce que c'est qu'une italienne. Une italienne, c'était bon appétit, messieurs, aux ministres intègres, au conseiller vertueux, voilà, comme ça, rapidement. Voilà. Juste... Et là, c'est un miracle. Mais c'est juste le temps qu'il faut. Et donc, par exemple, si jamais, d'un seul coup, on me propose un monologue de 2 heures aujourd'hui, je vais regarder à peu près la nature du texte et je vais leur dire, les amis, nous pouvons commencer à répéter dans 3 mois. Parce que je sais que globalement, pour apprendre ça par cœur, il va me falloir au moins 2 mois, 2 mois et demi, selon cette méthode.
Mais 2 mois et demi plus tard, c'est un miracle, je le sais, et voilà. Et pour apprendre par cœur, je vous jure, je dis ça aux élèves, c'est assez drôle, je leur dis, la seule méthode pour apprendre par cœur, c'est d'apprendre par cœur. Il n'y a pas d'autre méthode que de faire bonjour madame, bonjour madame, bonjour madame, bonjour madame, comment allez-vous, comment allez-vous. Il n'y a pas d'autre méthode. Les acteurs qui disent, moi j'ai besoin de savoir ce que je joue pour apprendre, ça, ce sont juste des acteurs feignants qui en fait apprennent en même temps qu'ils répètent, parce que les répétitions, ça va tellement lentement qu'une scène, on va avancer très lentement dans la scène, et donc quand on a à la main, en 4 heures de temps, comme on aura dit 6 phrases, on retombe exactement sur mes 4 heures dehors. Sauf que là, on l'aura fait en même temps qu'avec les copains, avec un texte à la main. Moi, j'aime bien savoir le texte avant de répéter. Donc, je l'apprends avant. Voilà. Nicolas Lormos, c'est un deuxième remerciement que nous vous devons. Alors, je pense que désormais, on va reconnaître les auditeurs du Nouvel Esprit Public. Qu'en les croisant dans la rue, ce sont des gens qui répéteront indéfiniment. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Nicolas Lormos, merci beaucoup. Je vous en prie. Je remercie donc l'assistant de cette émission qui prépare cette émission avec moi et qui se trouve être un parfait homonyme puisqu'il s'appelle Philippe Meyer. Donc je suis heureux de remercier Philippe Meyer, de remercier aussi Adrien Beccaria qui a enregistré cette conversation, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui sont les producteurs de cette émission et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain, pour un nouveau bada de notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné.